Vous vous êtes déjà demandé comment se mettre à dos toute la communauté de fans de Star Wars? Salut à tous, bienvenue dans Prise 1, aujourd'hui on parle de Star Wars, la menace fantôme. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, est un film de George Lucas sorti en 1999 avec Liam Neeson, Ewan McGregor et Natalie Portman. Il est le premier volet de la prélogie de la plus grande saga de l'histoire du cinéma. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film était attendu. Attendu à tel point que certains fans ont commencé la file d'attente un mois avant la sortie du film. Donc évidemment, le film a fait un carton plein. Mais depuis, un phénomène s'est produit. Les fans détestent ce film. Il est considéré comme le plus mauvais Star Wars pour tous les puristes, à tel point qu'ils le retirent même de leur marathon quand ils regardent toute la saga en intégralité. Mais ça ne l'a pas empêché d'atteindre plus d'1 milliard de dollars de recettes, à une époque où la 3D n'existait pas encore, et où les prix des places n'étaient pas si exorbitants. Alors, vous allez me dire, ouais mais attends, nous on savait pas qu'il était mauvais quand on est allé le voir. Et je vous répondrai, très bien, dans ce cas-là, expliquez-moi la rupture de stock de DVD et VHS un peu partout dans le monde pendant plusieurs mois. Non parce que moi perso, quand je bouffe de la merde, j'essaie de la vomir, je commande pas une autre assiette. Bref, c'est là que ça devient intéressant, parce que... j'aime bien ce film. C'est pas le meilleur de la saga à mon sens, mais j'aime bien. Pour ne pas en parler pendant des heures, je vais essayer de contre-argumenter certains points qui reviennent très souvent dans les critiques. J'ai souvent lu et entendu que Star Wars épisode 1 ce n'est que du grand spectacle et que Lucas a juste abusé d'images de synthèse, gâchant le charme des effets spéciaux de l'époque. Je suis en profond désaccord parce que Star Wars a toujours été du grand spectacle, c'est même sa marque de fabrique. Depuis 1977, ce qu'a sorti Lucas, c'était toujours innovant techniquement parlant. Dois-je rappeler que Lucas est avant tout un génie de la technique et de l'innovation cinématographique? Non? Lucasfilm, Pixar, le son THX, ça vous dit quelque chose peut-être? Et puis quand George Lucas a commencé la préparation du premier Star Wars en 1975, il n'avait ni les moyens techniques ni financiers à la hauteur de son ambition. Il a donc dû faire de la débrouille, et déjà rien que ça a été un succès. Mais si on regarde ça aujourd'hui, c'est juste moche. Ce qui fait que nous apprécions cette version, c'est uniquement la nostalgie que nous éprouvons. Et ce n'est pas une mauvaise chose, puisque ça prouve que 40 ans après, ce film procure toujours des sensations. Mais vouloir rester cantonné à ce type d'effet visuel, c'est comme refuser de conduire une Ferrari sous prétexte qu'on a déjà conduit une 2 chevaux un jour. Et en plus de ça, je suis persuadé que si George Lucas s'était contenté de faire la même chose, tout le monde aurait crié au scandale du simple réchauffé. Lucas nous a habitués à innover dans chacun de ses films. C'est un créateur, un artisan du cinéma. Le défaut majeur de l'histoire, selon les critiques, c'est qu'on délaisse le côté familial cher à la trilogie pour s'intéresser à une partie politique maladroitement écrite et qui plus est, en prenant une histoire qui semble secondaire en premier plan. Et je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Dans la trilogie, les rebelles se battent pour faire renaître la République qui a perduré pendant 1000 ans et qui semblait être le modèle parfait, avec le Conseil des Jedi, l'Assemblée du Sénat Galactique. Donc choisir de mettre cette République en avant pour montrer des images sur les contes répétés auparavant était essentiel, mais aussi pour montrer les limites et les faiblesses de cette République, indispensable pour son futur échec. C'était un parti pris risqué, mais intéressant. Finalement, quand on regarde, la menace fantôme est à la fois l'antithèse et la symétrie du film Le Nouvel Espoir. Je m'explique. Dans Le Nouvel Espoir, le bien lutte pour se libérer du mal. Dans la menace fantôme, le mal cherche à s'émanciper du bien. Dans Le Nouvel Espoir, les Jedi ont disparu, l'Empire contrôle la galaxie et les rebelles réapparaissent. Dans la menace fantôme, le mal a disparu, la République règne et les Sith refont surface. Dans Le Nouvel Espoir, une mission qui semble anodine devient un élément capital pour la victoire des rebelles. Dans la menace fantôme, une mission qui semble anodine va devenir l'enjeu principal de l'implosion de la République. C'est un peu comme si la menace fantôme et le Nouvel Espoir formaient le courant d'un ruisseau. L'un du côté de l'air, l'autre du côté sous-marin. Tout les sépare et pourtant ils prennent le même chemin, l'un vers la lumière, l'autre vers l'obscurité. Lucas a fait un choix différent, il n'a pas juste fait un copier-coller de l'épisode 4 avec quelques nouveaux effets spéciaux. Si vous voyez ce que je veux dire. Parlons maintenant de deux choses qui ont profondément agacé les fans. D'abord, Anakin est trop fort, il détruit à lui seul un vaisseau. Ok, comparons 2 secondes Anakin à son fils. Luke détruira l'étoile noire à seulement 18 ans alors qu'il n'a jamais piloté un vaisseau avant. Et venez pas me dire que c'est juste parce qu'il sait piloter un speeder. Moi, j'ai mon permis depuis plus de 10 ans, c'est pas pour autant que je suis capable de piloter un avion de chasse. Et puis en plus, on voit qu'Anakin au début ne sait pas piloter, il apprend au fur et à mesure, il va même détruire le vaisseau par accident. Et puis, à titre de rappel, c'est Anakin l'élu, l'enfant de la prophétie. Ou bien sûr, sur le papier, il est supposé être plus naturellement doué que son fils. D'ailleurs, on explique dans le film qu'il a un taux de médicloriens nettement supérieur à tout ce qui a été vu jusqu'alors. Ah, nous y voilà, l'un des 2 fameux arguments anti-Star Wars épisode 1, ou comment apporter une réponse scientifique au mystère de la Force. En êtes-vous sûr? Qu'est-ce que dit Qui-Gon Jinn exactement?
Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. And we are symbionts with them. Without the midi-chlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. They continually speak to us, telling us the will of the Force. Donc la Force ne se résume pas aux midi-chloriens. C'est juste un moyen d'entrer en contact, de ressentir et d'être en symbiose avec elle. Donc la Force reste mystique. Du coup, je comprends pas trop l'acharnement qu'on fait là-dessus. Jar Jar Binks. Parlons un peu de lui. Qui est-il? Un sidekick rigolo, qui se met dans la banane tout seul, mais qui est surtout très sociable. Ça vous rappelle personne? Néanmoins, c'est vrai qu'il est plus pénible. On va dire que c'est un peu une version ratée de C3PO. Mais non, ce n'est pas un calvaire absolu pour le film, et encore moins un site arrêté avec cette théorie débile. Maintenant qu'on a parlé du mauvais personnage, est-ce qu'on peut parler 2 secondes des personnages qui apparaissent et qui sont franchement super bien? Qui-Gon Jinn, le maître Jedi gris qui, on l'apprend, pourrait clairement siéger au Conseil des Jedi et qui est aussi respecté que Yoda ou Mace Windu. Et puis c'est quand même lui qui invente la technique pour communiquer après la mort. Si ça c'est pas badass. On peut aussi citer Padmé Amidala, qui est aussi, voire plus combattante que sa fille. Dark Maul, qui reste l'un des tout meilleurs Sith de l'histoire, tellement bon qu'il a été rappelé dans l'univers étendu et qu'on a pu le voir dans des livres, mais aussi dans la série animée Clone Wars. Au final, Star Wars épisode 1 n'est pas le meilleur film de la saga, certes, mais c'était pas non plus un infâme étron. Il a apporté son lot de très bonnes choses. De nouveaux univers comme la planète Naboo, dont le design inspirera plus tard Final Fantasy XII, la course de pod racer qui est juste géniale, le combat au sabre laser qui est l'un des 2 meilleurs de toute la saga, et cette musique. Voilà, je ne voulais pas faire une vidéo d'une demi-heure pour approfondir dans les détails tout ce qui est bon et pas bon dans Star Wars épisode 1, mais j'avais juste envie de vous donner une impulsion pour vous laisser donner une seconde chance à ce film. D'ailleurs, si vous avez envie d'approfondir un peu plus les coulisses de la saga Star Wars ainsi que la vie de George Lucas, je vous conseille le livre Une vie de Brian J. Jones, qui est très riche en anecdotes et qui est très intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Prise 1.